Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, volume 1er, chapitre 3, État social des Anglo-Américains. L'état social est ordinairement le produit d'un fait, quelquefois des lois, le plus souvent de ces deux causes réunies. Mais une fois qu'il existe, on peut le considérer lui-même comme la cause première de la plupart des lois, des coutumes et des idées qui règlent la conduite des nations. Ce qu'il ne produit pas, il le modifie. Pour connaître la législation et les mœurs d'un peuple, il faut donc commencer par étudier son état social. Que le point saillant de l'état social des Anglo-Américains est d'être essentiellement démocratique. Sommaire. Premiers émigrants de la Nouvelle-Angleterre. Égaux entre eux. Lois aristocratiques introduites dans le Sud. Époque de la Révolution. Changement des lois de succession, effet produit par ce changement, égalité poussée à ses dernières limites dans les nouveaux États de l'Ouest, égalité parmi les intelligences. On pourrait faire plusieurs remarques importantes sur l'état social des Anglo-Américains, mais il y en a une qui domine toutes les autres. L'état social des Américains est éminemment démocratique. Il a eu ce caractère dès la naissance des colonies. Il l'a plus encore de nos jours. J'ai dit dans le chapitre précédent qu'il régnait une très grande égalité parmi les émigrants qui vinrent s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre. Le germe même de l'aristocratie ne fut jamais déposé dans cette partie de l'Union. On ne put jamais y fonder que des influences intellectuelles. Le peuple s'habitua à révérer certains noms comme des emblèmes de lumière et de vertu. La voix de quelques citoyens obtint sur lui un pouvoir qu'on eût peut-être avec raison appelé aristocratique, s'il avait pu se transmettre invariablement de père en fils. Ceci se passait à l'est de l'Hudson, au sud-ouest de ce fleuve, et en descendant jusqu'aux Florides, il en était autrement. Dans la plupart des États situés au sud-ouest de l'Hudson, de grands propriétaires anglais étaient venus s'établir. Les principes aristocratiques et avec eux les lois anglaises sur les successions y avaient été importés. J'ai fait connaître les raisons qui empêchaient qu'on pût jamais établir en Amérique une aristocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant au sud-ouest de l'Hudson, y avaient cependant moins de puissance qu'à l'est de ce fleuve. Au sud, un seul homme pouvait, à l'aide d'esclaves, cultiver une grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette partie du continent de riches propriétaires fonciers. Mais leur influence n'était pas précisément aristocratique, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne possédaient aucun privilège, et que la culture par esclaves ne leur donnait point de tenancier, par conséquent point de patronage. Toutefois, les grands propriétaires au sud de l'Hudson formaient une classe supérieure, ayant des idées et des goûts à elle, et concentrant en général l'action politique en son sein. C'était une sorte d'aristocratie peu différente de la masse du peuple, dont elle embrassait facilement les passions et les intérêts, n'excitant ni l'amour ni la haine, en somme, débile et peu vivace. Ce fut cette classe qui, dans le Sud, se mit à la tête de l'insurrection. La Révolution d'Amérique lui doit ses plus grands hommes. À cette époque, la société tout entière fut ébranlée. Le peuple au nom duquel on avait combattu, le peuple devenu une puissance, conçut le désir d'agir par lui-même. Les instincts démocratiques s'éveillèrent. En brisant le joug de la métropole, on prit goût à toute espèce d'indépendance. Les influences individuelles cessèrent peu à peu de se faire sentir. Les habitudes comme les lois commencèrent à marcher d'accord vers le même but. Mais ce fut la loi sur les successions qui fit faire à l'égalité son dernier pas. Je m'étonne que les publicistes anciens et modernes n'aient pas attribué aux lois sur les successions une plus grande influence dans la marche des affaires humaines. On lit en note « J'entends par les lois sur les successions
toutes les lois dont le but principal est de régler le sort des biens après la mort du propriétaire. Fin de note. Ces lois appartiennent, il est vrai, à l'ordre civil, mais elles devraient être placées en tête de toutes les institutions politiques, car elles influent incroyablement sur l'état social des peuples, dont les lois politiques ne sont que l'expression. Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d'opérer sur la société. Elles saisissent en quelque sorte les générations avant leur naissance. Par elles, l'homme est armé d'un pouvoir presque divin sur l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une fois la succession des citoyens et il se repose pendant des siècles. Le mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main. La machine agit par ses propres forces et se dirige comme d'elle-même vers un but indiqué d'avance. Alors, continuation de la note précédente, la loi sur les substitutions est de ce nombre. Elle a aussi pour résultat, il est vrai, d'empêcher le propriétaire de disposer de ses biens avant sa mort. Mais elle ne lui impose l'obligation de les conserver que dans la vue de les faire parvenir intacts à son héritier. Le but principal de la loi des substitutions est donc de régler le sort des biens après la mort du propriétaire. Le reste est le moyen qu'elle emploie. Fin de note. Constituée d'une certaine manière, elle réunit, elle concentre, elle groupe autour de quelques têtes la propriété et bientôt après le pouvoir. Elle fait jaillir en quelque sorte l'aristocratie du sol. Conduite par d'autres principes et lancée dans une autre voie, son action est plus rapide encore. Elle divise, elle partage, elle dissémine les biens et la puissance. Il arrive quelquefois alors qu'on est effrayé de la rapidité de sa marche, désespérant d'en arrêter le mouvement, on cherche du moins à créer devant elle des difficultés et des obstacles. On veut contrebalancer son action par des efforts contraires, soins inutiles. Elle broie ou fait voler en éclats tout ce qui se rencontre sur son passage, elle s'élève et retombe incessamment sur le sol jusqu'à ce qu'il ne présente plus à la vue qu'une poussière mouvante et impalpable sur laquelle s'assoit la démocratie. Lorsque la loi des successions permet, et à plus forte raison ordonne, le partage égal des biens du père entre tous les enfants, ses effets sont de deux sortes. Il importe de les distinguer avec soin, quoiqu'ils tendent au même but. En vertu de la loi des successions, la mort de chaque propriétaire amène une révolution dans la propriété. Non seulement les biens changent de maître, mais ils changent pour ainsi dire de nature. Ils se fractionnent sans cesse en portions plus petites. C'est là l'effet direct et en quelque sorte matériel de la loi. Dans les pays où la législation établit l'égalité des partages, les biens, et particulièrement les fortunes territoriales, doivent donc avoir une tendance permanente à s'amoindrir. Toutefois, les effets de cette législation ne se feraient sentir qu'à la longue si la loi était abandonnée à ses propres forces, car pour peu que la famille ne se compose pas plus de 2 enfants, et la moyenne des familles dans un pays peuplé comme la France n'est, dit-on, que de 3, ces enfants se partagent la fortune de leur père et de leur mère, ne seront pas plus pauvres que chacun de ceux-ci individuellement. Mais la loi du partage égal n'exerce pas seulement son influence sur le sort des biens, elle agit sur l'âme même des propriétaires et appelle leur passion à son aide. Ce sont ces effets indirects qui détruisent rapidement les grandes fortunes et surtout les grands domaines. Chez les peuples où la loi des successions est fondée sur le droit de primogéniture, les domaines territoriaux passent le plus souvent de génération en génération sans se diviser. Il résulte de là que l'esprit de famille se matérialise en quelque sorte dans la terre. La famille représente la terre représente la famille, elle perpétue son nom, son origine, sa gloire, sa puissance, ses vertus. C'est un témoin impérissable du passé et un gage précieux de l'existence à venir. Lorsque la loi des successions établit le partage égal, elle détruit la liaison intime qui existait entre l'esprit de famille et la conservation de la terre. La terre cesse de représenter la famille, car,
Ne pouvant manquer d'être partagée au bout d'une ou de 2 générations, il est évident qu'elle doit sans cesse s'amoindrir et finir par disparaître entièrement. Les fils d'un grand propriétaire foncier, s'ils sont en petit nombre, ou si la fortune leur est favorable, peuvent bien conserver l'espérance de n'être pas moins riches que leur auteur, mais non de posséder les mêmes biens que lui. Leur richesse se composera nécessairement d'autres éléments que la sienne. Or, du moment où vous enlevez au propriétaire foncier un grand intérêt de sentiment, de souvenir, d'orgueil, d'ambition à conserver la terre, on peut être assuré que tôt ou tard ils la vendront, car ils ont un grand intérêt pécuniaire à la vendre, les capitaux mobiliers produisant plus d'intérêt que les autres et se prêtant bien plus facilement à satisfaire les passions du moment. Une fois divisées, les grandes propriétés foncières ne se refont plus, car le petit propriétaire tire plus de moyens de son champ, proportion gardée, que le grand propriétaire du sien. On lit en note: je ne veux pas dire que le petit propriétaire cultive mieux, mais il cultive avec plus d'ardeur et de soin, et regagne par le travail ce qui lui manque du côté de l'art. Fin de note. Il le vend donc beaucoup plus cher que lui. Ainsi, les calculs économiques qui ont porté l'homme riche à vendre de vastes propriétés l'empêcheront à plus forte raison d'en acheter de petites pour en recomposer de grandes.